Ok, dernière partie de ce chapitre-là, on va regarder comment est-ce qu'on peut stocker l'information numérique. Alors vous allez voir, alors le programme de terminal, c'est d'ailleurs la dernière année, euh, il date de 2011. Alors en 2011, c'est vrai que c'est vieux aussi, hein. J'imagine qu'on utilisait pas mal encore le DVD, le Blu-ray. Je sais pas si vous utilisez ça encore, moi j'en utilise très peu au final. Les CD, donc en fait il y avait toute une partie qui est un peu ringard, j'irai en 2020, mais bon, on va le faire quand même, on va regarder quand même. Sur donc comment est-ce que fonctionne un CD ou un DVD, c'est le même principe. On va regarder un petit peu les différences. Allez, donc vous avez, j'espère, eu tous un CD en main. Qu'est-ce que donc en fait votre CD ou votre Blu-ray, c'est le même principe en fait, hein. Il est constitué de quatre parties différentes, d'accord. La première partie en fait qui est ici en bas, c'est donc c'est un polycarbonate, c'est ça. Polycarbonate, c'est ce qu'on appelle, c'est un polymère en fait. Poly, ça veut dire plusieurs. C'est un polymère en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est un matériau qui est répété un très très grand nombre de fois. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une macromolécule. C'est une molécule qui est très grande. On les note souvent comme ça, les polymères. Donc vous avez votre motif ici qui va se répéter n fois. Et n, c'est un nombre qui peut être compris, je sais pas moi, entre 10 et 1000. Vous avez des polymères qui sont absolument gigantesques. C'est tout ce qui est plastique au final. On verra ça un peu plus tard. Donc oui, vous avez une matière plastique, donc, où sont gravées les informations d'ailleurs. Deuxième couche ici, vous avez une petite couche métallique qui va servir en fait à réfléchir votre laser. Votre laser qui arrive ici pour lire les informations. Et ben votre laser renvoie l'information ici. Donc vous avez une petite couche ici en jaune, qui est une couche de métal qui sert à renvoyer enfin, qui sert à ce que la lumière laser se réfléchisse. Troisième couche ici en bleu, vous avez une couche qui sert à protéger vos informations, c'est anti-UV. Donc effectivement, on s'aperçoit que le rayon du soleil, notamment tout ce qui est rayonnement UV, est assez dangereux. Enfin, c'est pas que c'est dangereux, enfin si c'est dangereux, mais c'est surtout que c'est notamment pour les plastiques. Si vous laissez du plastique dehors, vous apercevez qu'il a tendance à changer de couleur parce qu'il est attaqué par la lumière du soleil et notamment par le rayonnement UV. Et quatrième couche ici, c'est la face imprimée, donc c'est là où vous notez vos informations, c'est là où vous pouvez écrire des choses en fait sur votre CD. Donc quatre couches qui sont réparties comme ça. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. En fait, vos données, donc vos données numériques sur les CD, sont gravées sous la forme d'une piste qui a la forme d'une spirale. Une spirale, c'est bien quelque chose comme ça, qui s'enroule, etc. En fait, on s'aperçoit que la spirale, elle fait 5 km de long. Donc toute votre spirale, votre CD, je sais pas, un CD, ça fait quoi, 10 cm de diamètre, un truc comme ça. Si on déroulait en fait la spirale de données, en fait, on s'apercevrait que ça fait 5 km. En fait, ça fait 22 188 tours pour parcourir la totalité de votre information. Donc ça veut dire en fait que la spirale ici, enfin les spires en fait sont hyper rapprochées les unes des autres. Ici c'est un schéma évidemment, vous vous doutez bien que pour faire 5 km en longueur, votre spirale vont être super super proches les unes des autres. Et donc, si on regarde ça à la loupe, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que sur votre piste, vous avez des creux. Les creux, je vous ai mis, la profondeur, c'est environ 0,12 micromètres. Largeur ici 0,67 micromètres, ça c'est des données standards. Et on s'aperçoit ici, par exemple là ici vous avez un creux qui est relativement grand, ici vous avez des creux un peu plus petits, ici on a l'impression que c'est encore un peu plus petit. Donc en fait la longueur de vos creux est variable. Pour information, les creux, on appelle ça pit, donc c'est votre fond de votre alvéole, et on va appeler l'end les zones qui sont pas creuses, c'est-à-dire les zones qui sont entre deux creux. Donc ici, sur mon image, j'ai un creux, ici, j'ai un plat ou un land en anglais si vous voulez. Donc je vous ai mis ici un schéma vue de côté, vue de dessus. Donc profondeur de votre creux, c'est 0,12 micromètres. On verra pourquoi 0,12 micromètres et pas autre chose.
La largeur de vos creux, hein, 0,67 micromètres, c'est aussi une donnée importante. Et on s'aperçoit qu'en fait, hein, donc là vous avez une première spirale, hein, hop, qui continue ici. On s'aperçoit que la distance entre deux lignes ici, c'est 1,6 micromètres. Donc on se doute bien, hein, que si vous voulez graver plein d'informations sur un disque, eh ben, il va falloir que votre distance ici soit la plus petite possible. On va voir justement les paramètres qui permettent de comprendre tout ça. Donc voilà comment fonctionne. Alors évidemment, on voit pas ça à l'œil nu, hein, on voit ça au microscope. Mais on s'aperçoit, on voit des creux et des plats. Donc en fait, hein, quand vous gravez un disque, alors je ne le fais plus, j'imagine, hein, ça me rappelle les débuts des années 2000 où on gravait des CD justement, mais en fait, hein, votre laser, quand il grave, eh ben, il va noter, il va graver, enfin, il va faire des petits creux ici, parce que le laser va, en certains endroits précis, brûler votre matière plastique. Voilà comment ça fonctionne en fait. Donc, en fait, pour coder des données numériques, rappelez-vous, une donnée numérique, en fait, c'est soit 0, soit 1. Alors, très simplement, on pourrait se dire, bah oui, c'est logique, les creux, c'est des 1, et les plats, c'est des 0. Ou inversement, d'ailleurs. En fait, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais vous allez voir, on va voir que c'est pas si compliqué que ça au final. C'est vrai, les creux et les plats ont tous une valeur de 0. D'accord? Si je regarde sur ce schéma-là, ici j'ai un creux, j'ai 0. Ici j'ai un plat, j'ai 0. C'est le passage d'un creux à un plat, ou inversement, qui vous donne votre valeur de 1. Ici, vous voyez, entre cette partie-là et cette partie-là, bah, je passe bien d'un plat à un creux, et ben en fait, mon laser, quand il va lire la donnée, il va me dire que ça, c'est la valeur de 1. Donc, 0 ou 1, hein, 0... alors, il faut voir, hein, que votre disque tourne, donc ça bouge, en fait. Hein. Votre laser, par exemple, de lecture, il est là. En fait, il va lire la donnée, donc à intervalle de temps régulier. Donc si votre laser il tape là, eh ben, il va renvoyer 0. Si votre laser il tape ici, il va renvoyer 0. Par contre, si votre laser il tape là, eh ben, en fait c'est bien le passage d'un plat à un creux. Donc là, votre laser va vous renvoyer une valeur de 1. Donc en pratique, hein, votre cellule, hein, chargée de lire les données, c'est-à-dire votre laser, hein, eh ben, il va regarder donc l'état de la surface, voilà, c'est ce que je vous disais, tous les 0,278 micromètres. Donc si vous n'avez pas de transition, ça renvoie un 0. S'il y a une transition, ça renvoie un 1. Toutes les 8 lectures, donc vous allez obtenir un octet. Hein, je rappelle que chaque lecture, en fait, ça représente un bit, soit un 0, soit un 1. Donc en fait, donc toutes les 8 lectures, hein, octet c'est 8 bits, bah, toutes les 8 lectures, en fait, votre laser va vous renvoyer un octet. Donc codé de cette forme-là. A noter que les CD, hein, ça contient 700 mégabits. Donc ça correspond en gros à 74 minutes de musique. Bon bref, ça c'est pas très important. Donc voilà un petit peu l'idée. Alors, comment ça marche un peu concrètement ça? Pourquoi les histoires de creux ou plat ça vaut 0 et de passage de creux à un plat ça vaut 1? Bon, en fait, il va falloir se rappeler un petit peu du chapitre sur les interférences qu'on avait fait en début d'année. Comment ça fonctionne concrètement? Donc je rappelle, hein, quand vous lisez un CD, dans votre platine CD, vous avez un laser. Ok? Votre CD, il tourne, d'accord? Et donc en fait, bah, votre laser, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il envoie une onde électromagnétique, hein, une onde lumineuse, hein, si vous voulez, hein. En général c'est plutôt l'onde rouge d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est ce que je vous mets ici. La diode laser, elle émet un faisceau qui va avoir une longueur d'onde de 780 nanomètres, donc une lumière rouge. Donc votre faisceau laser traverse ici votre miroir semi-réfléchissant. Il va taper sur votre disque. Ok. Et donc ici, je vous avais dit, hein, rappelez-vous dans la surface, en deuxième couche, ici en jaune, vous avez une couche métallique. Donc pourquoi est-ce qu'on a mis ça? C'est pour que la lumière se réfléchisse. Donc ici, votre laser arrive là.
ça se réfléchit sur la surface métallique, ça revient sur votre miroir semi-réfléchissant, qui, comme son nom l'indique, en fait, un miroir semi-réfléchissant, il y a un côté où la lumière traverse sans problème, c'est ce côté-là. Par contre, ici, quand la lumière revient ici, eh ben, elle va être réfléchie, hein, et donc, ça va arriver dans votre capteur de lumière qui, lui, va décoder l'information, si vous voulez. Donc, globalement, si je rentre encore plus dans les détails, regardez, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Si votre... Alors, le laser, hein, c'est très fin, oui, mais c'est pas si fin que ça. Ça veut dire que votre laser, eh ben, il va pas vous envoyer photon par photon, mais par paquet de photons. Donc en fait, imaginez votre laser, ici, vous envoie un faisceau sur une zone plate. D'accord? Sur une zone plate, ça peut être ici. Hop, et ben en fait, on a dit que c'était réfléchi, mais en fait, hein, vous n'avez pas un seul rayon qui réfléchit, mais une multitude de rayons. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tous les rayons vont être réfléchis au même moment. Et en fait, rappelez-vous de votre cours hein, sur les interférences, etc. Et ben on s'aperçoit que tous les rayons vont être réfléchis en phase. C'est-à-dire que tous vos rayons vont être en phase. Hein. Rappelez-vous ce que ça veut dire en phase, hein, c'est qu'ici, ce rayon-là, il a le même maxima que ce rayon-là. Par contre, donc, si votre rayon tape une zone plate, ça va donner ça. Si votre rayon tape une zone creuse, ça va vous donner ça également. Par contre, si votre rayon tape ici une zone entre un creux et un plat, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, sur ce schéma-là, c'est bien noté. Donc votre rayon arrive en phase sur la zone, mais ici vous voyez que vous avez bien un écart entre le creux et le plat, d'accord? Donc ça veut dire que bah, ce rayon-là va être réfléchi avec cette phase-là, et ce rayon-là, qui correspond au plat, va être réfléchi avec un déphasage. Pourquoi il y a un déphasage? Parce qu'en fait, les deux rayons ici qu'on a mis, qui sont donnés sur le schéma, ne parcourent pas la même distance. S'ils ne parcourent pas la même distance, eh ben, il va y avoir un décalage de distance, donc de temps, et donc, eh ben, en fait, vous n'aurez pas des rayons qui sont en phase. Et ça, en fait, le capteur va être capable de le gérer, parce que si vous avez, par exemple, deux rayons qui sont en opposition de phase ici, bah, en fait, hein, vous allez avoir une lumière qui va être quasiment nulle. Et c'est pour ça qu'en fait, le capteur de lumière, il comprend ce truc-là. S'il y a beaucoup de lumière, ça veut dire que si tous vos faisceaux sont réfléchis en phase, et bah, qu'est-ce qu'on a dit ici? Vous avez un élément qui va être renvoyé à 0. Et puis, si vous avez très peu de lumière qui est réfléchie, parce que vous avez plein de rayons qui sont en opposition de phase, et ben votre capteur de lumière va réussir à gérer ça. Donc lui, il est capable, hein, en fonction de j'ai peu de lumière ou j'ai beaucoup de lumière, de se dire, bah ouais, ça veut dire qu'ici j'ai un 0, ici j'ai un 1, etc. Donc voilà l'idée. Le but du jeu, évidemment, c'est d'augmenter la capacité de stockage de vos supports. Hein. Imaginez par exemple que vous voulez augmenter la capacité de votre disque, mais sans évidemment augmenter la taille de votre disque. Hein. Le but du jeu, c'est pas de faire des disques comme on avait avant, hein. Des disques, je sais pas, de 30 cm. Hein. Donc, imaginez comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter la capacité de stockage, mais sans changer la taille de votre disque. Ben, en fait, vous comprenez bien que si on veut faire ça, il va falloir que votre spirale, dans votre disque ici, soit la plus resserrée possible. Plus votre spirale sera resserrée, plus vous allez pouvoir coder l'information. Donc a priori, on peut se dire, bah oui, ça paraît logique, si vous voulez stocker plein d'informations sur un disque, eh ben, il vous faut un disque où la spirale sera la plus proche possible. Donc ça veut dire que globalement, vous allez diminuer la distance entre vos creux et vos plans. Le problème, parce qu'il y a toujours un problème en fait, hein, c'est que votre laser, il a beau être fin, il n'est pas fin à l'infini. Et en fait, on sait calculer le diamètre d'un faisceau laser, on appelle ça la tâche d'Airy d'ailleurs. Et en fait, le diamètre d'un spot laser, il est égal à 1,22 fois la longueur d'onde du laser
divisé par l'ouverture numérique. Ça dépend du laser, ça dépend du matériau. Donc en fait, on s'aperçoit que le diamètre du spot, il est pas, vous ne pouvez pas le réduire à peau de chagrin, vous ne pouvez pas le diminuer comme vous voulez. Il y a un moment donné où votre laser aura, enfin quand je parle du laser, hein, je parle de la taille du spot, hein, de la taille du faisceau, si vous voulez, de son diamètre. Donc en fait, on ne peut pas la réduire à l'infini. Et je rappelle aussi que le but du jeu, hein, c'est que votre laser, là, ici, sur le schéma, on a représenté ici, c'est ce qu'on appelle le spot, hein. C'est donc le diamètre de votre laser. Vous comprenez bien que il va falloir qu'il utilise qu'une seule piste à la fois. Hein, si votre laser, il fait tout ça, là, en fait, il va superposer deux pistes à la fois, on comprend plus rien. Donc ça veut dire qu'en fait, le diamètre de votre spot, il est limité par la taille plutôt la distance entre vos deux pistes ici. Il ne faut pas que votre laser déborde sur deux pistes. Donc ça veut dire que, évidemment, hein, la tâche de votre laser, ça impose une limite dans la réduction de la taille et des creux. Ça veut dire que on ne va pas pouvoir réduire la distance entre vos deux pistes ici successives, hein, à l'infini, parce que de toute façon, il va falloir prendre en compte la taille de votre spot laser qui ne peut pas être non plus réduite à l'infini. Donc on est limité par ces critères-là au final. Donc on s'aperçoit que, ok, pour augmenter la capacité de stockage, il est important de réduire la taille entre deux pistes successives, mais il va être aussi important de réduire la taille de votre faisceau laser. On ne peut pas faire l'un sans l'autre si vous voulez. Et donc, comprenez bien aussi, et c'est ce qu'on avait vu en début d'année, réduire la taille du faisceau, ça va entraîner tout un tas de problèmes, notamment des problèmes dus à la diffraction. Vous verrez dans certains exos, hein, vous allez parler de la taille d'un laser, vous allez parler de diffraction, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce qu'on va faire si je regarde cette formule-là? Le but du jeu, c'est de réduire le diamètre de votre spot laser. Qu'est-ce qu'on peut faire? 1,22, on ne peut pas jouer dessus. Le NA, l'ouverture numérique, ça dépend du matériau, on a du mal à jouer dessus. Par contre, on va pouvoir jouer sur la longueur d'onde de votre laser. Et on s'aperçoit que si vous voulez avoir une distance la plus petite possible, hein, pas la distance, pardon, le diamètre de votre laser le plus petit possible, il va falloir réduire la longueur d'onde de votre laser. D'accord? Donc globalement, hein, le laser classique qu'on utilise, c'est 780 nanomètres. On est dans le rouge, hein, si vous voulez. Il va falloir réduire cette valeur-là. Donc ça veut dire quoi? Si on réduit, ça veut dire qu'il va falloir baisser la couleur entre guillemets, hein, de votre spot. Et on s'aperçoit que en fait réduire la longueur d'onde, c'est tendre vers les UV. Hein, je rappelle que la lumière UV, les ondes UV ont des longueurs d'onde plus petites que la longueur du visible. Donc en fait, hein, on a choisi ce qu'on appelle, alors là je vous ai mis un CD, DVD, vous voyez, hein, la longueur d'onde en fait, hein, elle ne fait que diminuer. Hein. La longueur d'onde d'un DVD, pourquoi est-ce qu'on est capable de mettre plus d'informations? C'est parce qu'en fait on s'aperçoit qu'on a légèrement diminué la longueur d'onde de votre laser, donc on est capable de diminuer ici, vous voyez, la distance entre deux pistes. Donc si on est capable de faire ça, on va être capable de mettre beaucoup plus d'informations. 700 mégabits pour un CD, 4,7 gigabits pour un DVD. Et donc les DVD HD, on a fait exactement la même chose. Pour arriver au Blu-ray, hein, qu'on utilise un peu plus maintenant, en fait on s'aperçoit pourquoi Blu-ray, pourquoi bleu rayon si vous voulez, parce que en fait la longueur d'onde, hein, de votre laser dans un Blu-ray, c'est bleu. Alors que la longueur d'onde, hein, dans un DVD ou CD, hein, vous pouvez regarder, hein, allez pas démonter vos trucs quand même, mais en fait hein, le laser est rouge pour ces appareils-là, la longueur d'onde est bleue pour les Blu-ray. Pourquoi? Parce que en fait, plus la longueur d'onde de votre support est petite, d'accord? Plus la distance va être petite. Vous voyez, on n'a pas forcément gagné grand-chose en distance ici entre le DVD HD et le Blu-ray. Mais comme on a gagné un petit peu en ouverture numérique, on a changé de matériau, en fait, on s'aperçoit qu'on va être capable de stocker beaucoup plus d'informations. Allez, on s'arrête là pour ce chapitre-là. Allez, bon courage à vous, à bientôt.